Imaginez la scène, une nuit d'hiver glacial quelque part dans l'Angleterre du XIVe siècle. La neige tombe à gros flocons sur le chemin de terre défoncé, tandis que l'obscurité s'installe à une vitesse alarmante. Un voyageur solitaire, peut-être un marchand, un pèlerin ou un messager porteur de dépêches entre les manoirs, sent le froid s'infiltrer à travers sa cape de laine jusqu'à la moelle. Ses doigts sont engourdis malgré ses gants et des cristaux de glace se forment dans sa barbe. Il sait avec une certitude absolue que passer la nuit dehors est synonyme de mort. Puis, à travers les tourbillons de neige, il l'aperçoit, la lueur chaude d'un feu qui s'échappe des fenêtres d'une auberge de bord de route. De la fumée s'élève de sa cheminée, un phare de survie dans la nuit d'hiver mortelle. La promesse de chaleur, d'un repas chaud et d'un abri l'attire comme un papillon de nuit vers la flamme. Cette scène, répétée d'innombrables fois à travers l'Europe médiévale, représente l'une des luttes fondamentales de l'existence humaine, la bataille contre le froid. Dans cette exploration, vous découvrirez les méthodes ingénieuses que les aubergistes médiévaux employaient pour maintenir leurs clients en vie durant les nuits d'hiver brutales. Nous révélerons les innovations architecturales qui ont transformé le chauffage, passant des âtres centraux enfumés et inefficaces à des systèmes de cheminées sophistiqués. Vous apprendrez les réalités économiques du coût du combustible, le rôle surprenant du sommeil collectif dans la survie, et les stratégies à plusieurs niveaux qui combinaient le feu, la nourriture, l'architecture et la chaleur humaine pour combattre le froid mortel. Dans un instant, nous examinerons comment les gens du Moyen-Âge comprenaient les dangers de l'hiver, le développement révolutionnaire de la cheminée et les solutions pratiques qui allaient des pierres chauffées glissées dans les lits à l'utilisation stratégique des tapisseries comme isolants. Ce que vous découvrirez n'est pas une réponse unique, mais plutôt un système de survie complet qui dépendait de la technologie, de l'économie, de la coopération sociale et de l'ingéniosité humaine. Avant de pouvoir comprendre comment les tavernes médiévales gardèrent les gens au chaud, nous devons d'abord saisir à quel point l'hiver était dangereux à cette époque. Le climat médiéval, en particulier pendant ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire, qui a véritablement commencé au cours du XIVe siècle, a apporté des hivers nettement plus froids que ceux que nous connaissons dans l'Europe moderne. Des rivières qui gèlent rarement aujourd'hui étaient régulièrement recouvertes d'une épaisse couche de glace. Les récoltes étaient mauvaises. Le bétail mourait dans ses enclos, et les humains, surpris sans abri adéquat, périssaient de froid avec une régularité effrayante. Le corps humain maintient une température centrale d'environ 98,6 degrés Fahrenheit. Lorsque cette température chute en dessous de 95 degrés, l'hypothermie commence à s'installer. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas notre compréhension moderne de la régulation de la température corporelle et n'utilisèrent pas de termes comme hypothermie ou gelure, mais ils étaient parfaitement conscients des effets mortels du froid. Les chroniques de l'époque décrivent des voyageurs retrouvés morts de froid sur les routes, des mendiants périssant dans les embrasures de portes et des armées perdant des milliers de soldats, non pas sous les épées ennemies, mais sous l'emprise brutale de l'hiver. La traversée des Alpes par Hannibal en 218 avant Jésus-Christ lui a coûté 20 000 hommes, principalement à cause de blessures liées au froid, tandis que la retraite de Napoléon de Moscou en 1812 a démontré que même des armées bien équipées pouvaient être dévastées par l'exposition à l'hiver. Les médecins médiévaux comprenaient le froid comme un déséquilibre qui pouvait s'avérer fatal. Ils reconnaissaient qu'une exposition prolongée entraînait une progression de symptômes, de violents frissons, puis une somnolence dangereuse, suivie de confusion, et enfin une perte de conscience dont les victimes se réveillaient rarement. La recherche moderne confirme que l'hypothermie provoque une défaillance progressive du système de réchauffement du corps, entraînant une respiration superficielle, un rythme cardiaque irrégulier, une perte de coordination et, finalement, la mort. Les statistiques de 2006 à 2010 révèlent que 2/3 des décès liés aux conditions météorologiques aux États-Unis étaient associés à un froid excessif. À l'époque médiévale, sans chauffage moderne ni intervention médicale, le bilan des victimes de l'exposition à l'hiver était sans aucun doute bien plus élevé. Les gelures représentaient un autre danger mortel. Les gens du Moyen Âge savaient que les doigts, les orteils, le nez, les oreilles et d'autres extrémités pouvaient littéralement geler, devenant noirs et morts. Les Grecs discutaient des gelures dès 400 avant Jésus-Christ, et les chirurgiens médiévaux devaient parfois amputer les membres gelés pour prévenir la gangrène. Des chercheurs ont trouvé des preuves de gelures chez les humains remontant à 5000 ans,
démontrant qu'il s'agissait d'une menace persistante tout au long de l'histoire humaine dans les climats froids. Sur cette toile de fond de danger mortel, l'auberge médiévale apparaît comme une institution de survie cruciale. Les tavernes et les auberges n'étaient pas simplement des lieux pour se reposer ou prendre un repas. C'étaient littéralement des refuges salvateurs disséminés le long des routes dangereuses qui reliaient l'Europe médiévale. Pour les marchands, les pèlerins, les messagers ou les nobles voyageant entre leurs domaines, trouver un abri avant la tombée de la nuit pendant les mois d'hiver était une question de vie ou de mort. L'alternative signifiait une exposition à des températures qui pouvaient tuer en quelques heures. Même les voyageurs fortunés, avec de beaux vêtements et un bon équipement, pouvaient succomber au froid s'ils étaient surpris sans un abri adéquat. L'importance économique et sociale des auberges ne saurait être surestimée. Elles se regroupaient le long des grands axes routiers, près des villes de marché, et surtout le long des routes de pèlerinage, comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Les auberges sont devenues particulièrement nombreuses au cours des XIVe et XVe siècles, à mesure que le commerce se développait et que les voyages augmentaient. Les grands itinéraires de pèlerinage ont vu la concentration la plus dense de ces établissements, car des voyageurs religieux de toute l'Europe se rendaient sur des sites sacrés comme Saint-Jacques-de-Compostelle, Cantorbéry ou Rome. Le long de ces routes, on pouvait trouver des auberges tous les 10 à 15 miles, environ une journée de voyage à pied ou à cheval, garantissant que les pèlerins avaient accès à un abri chaque nuit. Les archives médiévales indiquent que les frais d'hébergement de base pouvaient inclure des frais supplémentaires pour le combustible et le chauffage, généralement environ 2 deniers par jour pour un groupe de 7 personnes au XIVe siècle, soit à peu près la moitié du coût de la viande pour le même groupe. Pour de nombreux voyageurs, c'était de l'argent bien dépensé, car l'alternative était de mourir de froid. La structure tarifaire des auberges médiévales reflétait la dure réalité de la survie en hiver. L'hébergement pendant les mois d'été coûtait moins cher que le logement en hiver, précisément parce que le chauffage représentait une dépense et une nécessité supplémentaires si importantes. Les riches marchands pouvaient volontiers payer des prix élevés pour des chambres privées avec leur propre cheminée, tandis que les pèlerins pauvres raclaient quelques deniers pour une place sur le sol de la salle commune. Cette stratification économique signifiait que l'accès à la chaleur, comme tant de choses dans la société médiévale, était fondamentalement inégal. Pour comprendre les systèmes de chauffage à la disposition des aubergistes médiévaux, nous devons d'abord explorer l'une des innovations architecturales les plus importantes du Moyen Âge, le développement de la cheminée murale. Cette invention d'apparence simple a fondamentalement transformé la manière dont les bâtiments pouvaient être chauffés et, par extension, le nombre de personnes pouvant survivre aux hivers du nord de l'Europe. Au début du Moyen Âge, s'étendant approximativement du 5e au 11e siècle, la technologie du chauffage était remarquablement primitive. Le système dominant impliquait un âtre central, essentiellement un foyer ouvert placé au milieu d'une pièce, généralement dans une grande salle. Que ce soit dans l'humble demeure d'un paysan ou dans le manoir d'un seigneur, le principe restait le même, faire un feu au centre de l'espace et laisser la chaleur rayonner vers l'extérieur, tandis que la fumée montait vers un trou ou un lanterneau au faîte du toit. Les inconvénients du système d'âtre central étaient nombreux et graves. La chaleur montait directement vers le haut, nécessitant de hauts plafonds pour empêcher les étincelles d'enflammer la charpente, et ce vaste espace vertical laissait s'échapper la majeure partie de la chaleur. Les récits de l'époque et les reconstructions modernes confirment que les grandes salles du début du Moyen Âge, avec des âtres centraux, étaient à la fois froides et enfumées, le pire des deux mondes. La fumée remplissait les parties supérieures de la salle avant de finir par s'échapper par les évents du toit, créant une brume perpétuelle qui piquait les yeux et recouvrait tout de suie. L'âtre central limitait aussi sévèrement l'utilisation de l'espace. Tous ceux qui voulaient de la chaleur devaient se regrouper autour du feu, ce qui signifiait que l'intimité était impossible et que les pièces individuelles ne pouvaient pas être chauffées. Le changement révolutionnaire a commencé au XIIe siècle, d'abord dans les châteaux et les maisons en pierre des nobles anglais et français et des riches bourgeois. L'innovation consista à déplacer le feu du centre de la pièce vers un emplacement contre un mur extérieur, puis à construire une hotte ou un conduit pour recueillir la fumée et la canaliser vers le haut et à l'extérieur par un conduit dédié, ce que nous appelons aujourd'hui une cheminée. Les premières cheminées de ce type sont apparues dans les châteaux et les abbayes françaises au cours du XIe siècle, la technologie se propageant et devenant plus sophistiquée tout au long des XIIe et XIIIe siècles. Le château de Rochester, en Angleterre,
datant du XIIe siècle, présente l'un des plus anciens manteaux de cheminée en forme de hotte qui subsiste, avec une hotte en pierre en saillie qui contrôlait la fumée plus efficacement que les conceptions antérieures. Au XIIIe siècle, des manuscrits enluminés montrent des cheminées avec des hottes bien développées, d'où des conduits évacuent la fumée. Le XIIIe siècle a vu l'émergence de cheminées circulaires avec des conduits construits directement dans la structure du mur, ce qui exigeait une compétence considérable en maçonnerie pour créer un tirage suffisant, supporter leur propre poids sur plusieurs étages et empêcher la fumée de s'infiltrer dans d'autres pièces. Les implications sociales et architecturales du système de cheminée étaient profondes. Comparé à l'âtre central, la flexibilité du nouveau système signifiait que les pièces individuelles pouvaient avoir leur propre source de chaleur. Les gens n'étaient de plus confinés à se rassembler dans un seul espace commun pour se réchauffer. Cela a favorisé le développement de pièces plus petites et plus spécialisées et a accru l'intimité. Le système de cheminée chauffait la pièce dans son ensemble plus efficacement que l'ancien système n'avait chauffé la salle. Pour les aubergistes, cette technologie s'est avérée être une transformation. Une auberge bien conçue du XIVe ou XVe siècle pouvait avoir plusieurs cheminées, une grande dans la salle commune où les clients pouvaient se rassembler, et des plus petites dans les chambres privées pour les clients plus riches qui pouvaient se permettre un meilleur hébergement. Les archives des auberges anglaises de cette période indiquent que la plupart des chambres, mais pas toutes, présentaient des traces de chauffage, et un peu moins avec des fenêtres en verre. La capacité de chauffer plusieurs pièces signifiait que les aubergistes pouvaient accueillir plus de clients dans un plus grand confort, ce qui se traduisait directement par une augmentation des revenus pendant la saison de voyage hivernale, très rentable. Cependant, il est crucial de noter que la technologie de la cheminée ne s'est pas répandue uniformément dans la société médiévale. Bien qu'elle soit devenue courante parmi l'élite au cours du XIIIe siècle, de nombreuses personnes ordinaires ont continué à utiliser des âtres centraux bien après, jusqu'au XVe et même XVIe siècle. Lorsque nous parlons de tavernes médiévales avec des cheminées, nous nous référons principalement à des auberges établies dans les villes et le long des grands axes routiers, et non à de simples cabarets dans de petits villages. Ayant établi la base technologique du chauffage médiéval, nous pouvons maintenant examiner comment ces innovations ont été mises en œuvre dans le contexte spécifique des tavernes et des auberges. La disposition physique d'une auberge médiévale reflétait directement les défis liés au maintien au chaud des clients tout en menant une activité rentable. Une auberge médiévale typique du XIVe ou XVe siècle était une structure substantielle, généralement une construction à colombage, avec des toits de bardeaux en forte pente, bien que la pierre fût parfois utilisée. Le bâtiment était généralement agencé autour d'une cour, qui en Angleterre à cette époque était souvent en terre battue ou en boue, offrant un espace pour les chevaux et les chariots des clients. Le bâtiment principal lui-même comprenait généralement 2 étages, le rez-de-chaussée étant consacré aux espaces publics et de travail, et l'étage supérieur contenant les chambres à coucher. Le cœur de chaque auberge médiévale était la grande salle ou salle commune. À une extrémité de cette salle se trouvait une immense cheminée, souvent assez grande pour qu'une personne puisse y entrer en se tenant debout. Cette cheminée était le cœur battant de l'auberge, maintenue allumée en permanence pendant les mois froids, offrant à la fois une chaleur pratique et un réconfort psychologique aux voyageurs, qui avaient enduré des heures ou des jours sur des routes gelées. Une grande cheminée pouvait accueillir des bûches substantielles, parfois des troncs d'arbres entiers, qui brûlaient pendant de nombreuses heures. Les fouilles archéologiques de sites d'auberges médiévales ont révélé des cheminées mesurant de 6 à 8 pieds de large et de 4 à 5 pieds de profondeur, avec des conduits construits en pierre ou en briques. La gestion du combustible représentait une considération économique importante pour les aubergistes. L'Europe médiévale dépendait principalement des combustibles disponibles localement. Le bois était le combustible le plus courant, en particulier dans les régions où il restait des forêts. Le chêne, le hêtre et autres bois durs étaient préférés car ils brûlaient plus longtemps et plus chaudement que les bois tendres. La proximité d'une auberge avec une zone boisée affectait directement ses coûts d'exploitation. Transporter du bois dans des charrettes tirées par des chevaux sur de longues distances était coûteux, car les routes médiévales étaient mal entretenues et souvent impraticables par mauvais temps. Dans les régions où le bois était devenu rare, d'autres combustibles entraient en jeu. La tourbe avait une densité énergétique de 15 à 17 mégajoules par kilogramme, comparable au bois séché à 15 à 18 mégajoules par kilogramme, bien qu'elle produisît plus de fumée.
Le charbon de bois, avec une densité énergétique allant jusqu'à 29 mégajoules par kilogramme, fournissait une excellente chaleur avec moins de fumée, mais était plus cher. Le charbon de terre, de plus en plus utilisé à Londres à partir du XIVe siècle, offrait une densité énergétique de 24 mégajoules par kilogramme, mais sa disponibilité était limitée aux zones où il pouvait être facilement extrait et transporté. Les coûts de combustible pour un groupe de 7 personnes pouvaient s'élever à environ 2 deniers par jour au XIVe siècle, soit à peu près la moitié du coût de la viande pour le même groupe. Pour l'aubergiste, les coûts de combustible représentaient l'une des plus grandes dépenses de fonctionnement, avec la nourriture et la main-d'œuvre. La solution pour de nombreux établissements était de facturer le chauffage séparément, en particulier pour les chambres privées avec leur propre cheminée. Les auberges mieux équipées pouvaient avoir plusieurs cheminées réparties dans tout le bâtiment. Des preuves documentaires provenant d'auberges anglaises indiquent que les établissements accueillant une clientèle riche pouvaient avoir de 5 à 17 chambres, avec 1 à 3 lits par chambre, et beaucoup de ces pièces auraient eu leur propre chauffage. Une taverne londonienne contenait 2 cheminées à chaque extrémité de sa cave, ce qui fournissait à la fois chaleur et lumière tout en améliorant la qualité de l'air. La disposition de ces auberges reflétait une réflexion approfondie sur la gestion de la chaleur. La salle commune était généralement positionnée pour maximiser la rétention de chaleur, souvent avec l'entrée principale, via un petit vestibule qui réduisait les courants d'air. Les chambres à coucher à l'étage supérieur bénéficiaient du fait que la chaleur monte. L'air chaud de la grande salle en dessous montait, fournissant une certaine chaleur ambiante aux pièces du dessus même lorsqu'elles n'avaient pas leur propre cheminée. La construction à colombage offrait en fait une meilleure isolation que la pierre, car les espaces entre les poutres pouvaient être remplis de torchis, un latis de bois tressé recouvert de boue, d'argile et de paille, qui emprisonnait l'air et fournissait une certaine barrière contre le froid. La cuisine représentait une autre source de chaleur cruciale. Les cuisines des auberges médiévales entretenaient des feux de cuisson tout au long de la journée et une grande partie de la nuit. De nombreuses auberges servaient ce que nous pourrions appeler un pot-au-feu perpétuel, un grand chaudron maintenu constamment en ébullition sur le feu, avec de nouveaux ingrédients ajoutés au besoin. Cette pratique était brillante tant du point de vue de la sécurité alimentaire que de l'économie. La température élevée constante empêchait la détérioration, les ingrédients pouvaient être ajoutés au fur et à mesure de leur disponibilité, et de la nourriture chaude était toujours prête à être servie aux clients arrivants, quelle que soit l'heure. Les aubergistes accomplis devaient maîtriser l'art de la gestion du feu. Les feux ne pouvaient pas être laissés s'éteindre complètement pendant les mois froids, car les rallumer nécessitait soit de conserver des braises ardentes, soit le processus laborieux de production d'étincelles avec un silex et de l'acier. La plupart des auberges maintenaient le feu de leur foyer principal, allumé en permanence de l'automne au printemps, avec des membres du personnel chargés d'ajouter du combustible aux besoins tout au long de la nuit. Bien que le système de cheminée représentât la principale technologie de chauffage dans les auberges médiévales, les aubergistes et les clients employaient diverses méthodes auxiliaires pour améliorer la chaleur et le confort. Les braseros représentaient l'un des dispositifs de chauffage les plus anciens et les plus polyvalents. Composé d'un grand bol en métal, généralement en bronze, laiton ou fer, monté sur des pieds ou un support, un brasero pouvait être positionné n'importe où dans une pièce et rempli de charbon de bois ou de braise provenant de la cheminée principale. Les archives historiques indiquent que les braseros étaient d'usage courant dans les salles à manger des collèges d'Oxford et de Cambridge bien après le Moyen Âge. L'un d'eux aurait même encore chauffé l'école de Westminster jusqu'en 1850. Cependant, les braseros présentaient des inconvénients importants. Ils représentaient un grave risque d'incendie dans les bâtiments à colombage. Le grand incendie qui a détruit le palais de Whitehall en 1698 aurait été déclenché par un brasero. La combustion de charbon de bois à l'intérieur créait également un risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Les braseros étaient probablement utilisés dans les auberges médiévales, en particulier pour chauffer temporairement des chambres privées ou fournir une chaleur supplémentaire lorsque la salle commune était exceptionnellement bondée. Dans certaines régions, des technologies de chauffage plus sophistiquées étaient disponibles. Le système d'hypocauste romain était en grande partie tombé en désuétude après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Cependant, dans certaines parties de l'Europe, en particulier dans les monastères et les églises, une version modifiée, appelée l'hypocauste à accumulation de chaleur, a continué d'être utilisée pendant la période médiévale.
Ce système consistait à empiler des pierres de granit sur la voûte du fourneau pour accumuler la chaleur. Après avoir allumé le fourneau, la chaleur stockée dans les pierres rayonnait vers le haut à travers des conduits dans le sol, gardant une pièce chaude pendant des jours avec une seule chauffe. Cependant, les hypocaustes à accumulation de chaleur étaient coûteux et exigeaient beaucoup de main-d'œuvre, et on ne les trouvait généralement que dans les grands monastères, les églises et les plus grands châteaux, pas dans les auberges commerciales. Une méthode de chauffage auxiliaire beaucoup plus courante consistait à utiliser des pierres ou des briques chauffées. Des pierres ou des briques étaient placées dans ou près du feu jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes, puis enveloppées dans un tissu et placées dans les lits pour les réchauffer avant que les clients ne se retirent pour la nuit. Certains récits mentionnent des casseroles en cuivre remplies de braises placées sous les couvertures ou des bassinoires en laiton remplies de pierres chauffées. Une pierre chauffée réchauffant le lit pendant ne serait-ce que 15 ou 20 minutes avant de se coucher pouvait faire la différence entre une veille misérable et frissonnante et un sommeil relativement confortable. La cuisine fournissait une autre source de chaleur auxiliaire cruciale, au-delà de ses seuls feux de cuisson. La nourriture et les boissons chaudes jouaient un rôle important dans le maintien de la température corporelle. La marmite de pot-au-feu perpétuelle fournissait non seulement de la subsistance, mais aussi une chaleur interne. Un voyageur arrivant à moitié gelé de la route se voyait servir un bol de potage ou de ragoût chaud, un mélange épais et nourrissant de céréales, de légumes et de la viande disponible. Les sources contemporaines le décrivent parfois comme un gruau sans saveur, mais réconfortant. Mais c'était exactement ce dont un voyageur froid et affamé avait besoin. Les boissons aussi jouaient un rôle dans le processus de réchauffement, bien que la science ici soit plus compliquée que ne le pensaient les gens du Moyen Âge. Le vin chaud épicé était consommé pendant les fêtes d'hiver, et parfois recherché comme remède médicinal. Cependant, la recherche médicale moderne a démontré que si la consommation d'alcool crée une sensation de chaleur, elle abaisse en fait la température corporelle centrale et peut être dangereuse par temps froid. Les aubergistes médiévaux et leurs clients ne comprenaient pas cette réalité physiologique. En vérité, de l'eau chaude ou une tisane aurait été plus bénéfique que du vin ou de la bière chauffée. Mais les préférences culturelles favorisaient les boissons alcoolisées. Tandis que le feu fournissait un chauffage actif, les aubergistes médiévaux employaient également de nombreuses caractéristiques architecturales passives conçues pour retenir la chaleur et exclure l'air froid. Les fenêtres présentaient l'un des plus grands défis de la construction médiévale. Le verre est resté un luxe coûteux pendant une grande partie de la période médiévale. Pendant la majeure partie du Moyen Âge, la grande majorité des bâtiments, y compris de nombreuses auberges, avaient des fenêtres sans verre. Le traitement de fenêtres le plus simple et le plus courant était le volet en bois. Une fois fermés, ces volets bloquaient le vent et offraient une certaine isolation, bien qu'ils plongeassent également les espaces intérieurs dans l'obscurité. Pour ceux qui pouvaient se permettre des options légèrement meilleures, la toile huilée ou le lin huilé offraient un compromis. Le tissu de lin trempé dans de l'huile de lin ou de la graisse animale devenait quelque peu translucide, laissant passer la lumière tout en bloquant le vent. Le parchemin remplissait une fonction similaire. Un matériau alternatif intrigant était la corne d'animal aplatie. Dès le XIVe siècle, de fines feuilles de corne étaient utilisées comme vitres, créant un matériau semi-transparent plus durable que la toile huilée. Les fenêtres en verre, lorsqu'elles sont apparues dans les auberges médiévales, étaient généralement de petits carreaux sertis dans des cadres en bois ou en plomb. Les archives des auberges anglaises des XIVe et XVe siècles indiquent qu'un peu moins de la moitié des chambres avaient des fenêtres en verre, ce qui suggère que le vitrage était la marque d'un établissement de meilleure qualité. Au-delà des fenêtres elles-mêmes, les murs des auberges médiévales intégraient diverses caractéristiques pour lutter contre le froid. La plus visible était la tapisserie ou la tenture murale. Les châteaux médiévaux et les grands bâtiments en pierre étaient notoirement sujets au courant d'air, car la pierre est un excellent conducteur qui aspire la chaleur d'un espace. La solution consistait à suspendre de grandes tapisseries tissées sur les murs. Ces tissus épais, faits de laine et parfois de soie, créaient une lame d'air isolante entre la surface froide du mur et l'espace intérieur. Même des établissements relativement modestes pouvaient suspendre des draps de laine sur les murs de leurs salles communes et de leurs meilleures chambres privées. Les revêtements de sol représentaient une autre défense architecturale cruciale contre le froid. Les sols médiévaux étaient généralement en terre battue, en pierre ou en planches de bois. La solution universelle consistait à couvrir les sols de joncs, de longues herbes qui étaient découpées, séchées et jonchées en couches épaisses sur la surface du sol.
Les auberges mieux gérées mélangeaient leurs joncs avec des pétales de rose, de la lavande et d'autres herbes. Une couche profonde de 6 pouces à 1 pied créait une isolation significative. Les clients dormant sur le sol se trouvaient séparés de la terre froide par cet épais tapis de jonc, souvent avec de la paille supplémentaire empilée par-dessus. L'emplacement et la conception des portes reflétaient également une considération attentive de la gestion de la chaleur. L'entrée principale d'une auberge comportait souvent un vestibule ou une petite chambre d'entrée, créant un effet de sas. Certains établissements avaient des portes doubles séparées de plusieurs pieds. Pendant les temps les plus froids, les aubergistes pouvaient suspendre de lourds rideaux de tissu ou de cuir sur les portes pour réduire davantage les courants d'air. Le choix des matériaux de construction lui-même avait des implications pour la rétention de chaleur. La construction à colombage, avec un remplissage en torchis, offrait en fait une isolation supérieure à la pierre. La conception du toit comptait également. Le chaume, malgré son risque d'incendie, offrait en fait une excellente isolation, car l'épaisse couche de paille ou de roseau créait de nombreuses poches d'air. Les toits à forte pente créaient de grands greniers, qui servaient de zone tampon entre les pièces chauffées en dessous et l'air froid à l'extérieur. Le moment où un voyageur se retirait pour la nuit représentait peut-être le test le plus critique de la capacité d'une auberge à fournir de la chaleur et à assurer la survie. Les conditions de couchage médiévales différaient radicalement des attentes modernes, et ces différences étaient largement motivées par la nécessité de conserver la chaleur. L'hébergement le plus simple et le moins cher, offert par une auberge médiévale, était une place sur le sol de la salle commune, jonchée de paille fraîche. C'était l'option disponible pour les voyageurs les plus pauvres, pèlerins, serviteurs, messagers et simples travailleurs. Malgré sa nature humble, cet arrangement offrait des avantages cruciaux par rapport au sommeil en plein air. Plus important encore, il fournissait un abri contre le vent, la pluie et la neige, et permettait aux clients de bénéficier de la chaleur résiduelle de la cheminée de la grande salle. La paille isolait du sol froid, et la présence d'autres corps humains dans l'espace partagé contribuait à la chaleur ambiante. Pour ceux qui pouvaient se permettre un peu mieux, les auberges offraient des chambres à coucher avec de vrais lits. Le matelas consistait presque universellement en un sac de toile rempli de paille, de feuilles, de chiffons ou d'autres matériaux disponibles. Sur le matelas de paille pouvait être placé un matelas de plumes pour les clients plus riches, offrant une douceur et une chaleur supplémentaires. La caractéristique distinctive des hébergements de couchage médiévaux était la prévalence du partage des lits. Lorsque les voyageurs séjournaient dans une auberge, ils pouvaient se retrouver dans des chambres contenant jusqu'à une douzaine de lits, chaque lit accueillant 3 ou 4 personnes, et il était tout à fait normal de partager un lit avec de parfaits inconnus. Un proverbe italien de l'époque conseillait « Dans un lit étroit, mets-toi au milieu », la position du milieu étant la plus chaude, protégée par des corps de chaque côté. Cette pratique du sommeil collectif remplissait une fonction pratique cruciale, partager la chaleur corporelle. À l'époque précédant le chauffage central, les compagnons de lit étaient une nécessité. Le corps humain génère environ 100 watts de chaleur au repos, et lorsque plusieurs personnes dormaient à proximité sous des couvertures partagées, leur chaleur corporelle combinée créait un microclimat chaud qui aidait tout le monde à survivre à la nuit. Les matériaux de literie étaient choisis spécifiquement pour leur capacité à emprisonner la chaleur. Les couvertures en laine étaient le revêtement le plus courant et pour une bonne raison. Les fibres de laine emprisonnent l'air dans leur structure, créant une isolation, et la laine conserve la chaleur même lorsqu'elle est humide. Lorsque la laine absorbe l'humidité, elle génère en fait de la chaleur par une réaction chimique. Les voyageurs médiévaux comprenaient par expérience que les couvertures en laine étaient essentielles à la survie en hiver. Pour les voyageurs les plus aisés, les auberges médiévales pouvaient leur fournir des lits à baldaquin avec des rideaux. Essentiellement, un lit avec 4 poteaux verticaux au coin soutenant un cadre de ciel de lit, d'où pendaient de lourds rideaux en tissu. Ces rideaux pouvaient être tirés, créant un petit espace clos autour du lit qui emprisonnait la chaleur corporelle et bloquait les courants d'air. Le lit clos fonctionnait essentiellement comme une tente à l'intérieur de la pièce, et la température à l'intérieur d'un lit entièrement rideauté pouvait être de plusieurs degrés plus chaude que celle de la pièce elle-même. Les rideaux, généralement en laine épaisse ou en tissu de tapisserie, remplissaient également d'importantes fonctions secondaires. Ils offraient de l'intimité dans les pièces où des serviteurs ou des gardes du corps pouvaient également être présents. Ils protégeaient les dormeurs des insectes et des rongeurs qui pouvaient tomber des toits de chaume. Et ils offraient un sentiment de sécurité et de confort psychologique précieux
dans un environnement inconnu. La noblesse et les riches marchands voyageant avec leurs propres maisonnées apportaient parfois leurs propres rideaux de lit avec eux, car ces textiles de valeur étaient considérés comme des biens portables, valant la peine d'être transportés d'auberge en auberge. Au-delà du lit lui-même, d'autres stratégies amélioraient la chaleur nocturne. Des pierres ou des briques chauffées, enveloppées dans un tissu et placées dans le lit avant de dormir, rendèrent le choc initial des draps froids plus supportable. Les gens du Moyen Âge dormaient souvent partiellement, ou même entièrement habillés, en particulier pendant l'hiver. Beaucoup de gens enlevaient simplement leurs couches extérieures, mais gardèrent leurs sous-vêtements de lin, leurs chausses de laine et peut-être même des tuniques supplémentaires pour dormir. La hiérarchie des conditions de couchage dans les auberges médiévales reflétait le statut social ainsi que la capacité de payer. Les voyageurs les plus riches pouvaient s'assurer une chambre privée avec sa propre cheminée, un lit à baldaquin avec des rideaux, des matelas de plumes et plusieurs couvertures en laine. Les classes moyennes pouvaient partager une chambre avec plusieurs autres lits occupés par des étrangers, mais profitaient tout de même d'un vrai cadre de lit, d'un matelas de paille et de couvertures en laine. Les voyageurs les plus pauvres se contentèrent d'un espace au sol et de paille. Pour ceux qui ne pouvaient pas trouver de place dans une auberge, les monastères géraient fréquemment des hospices, où les voyageurs, en particulier les pèlerins, pouvaient séjourner gratuitement ou pour une somme modique. Ces institutions religieuses considéraient l'hospitalité comme un devoir chrétien. Les logements étaient mais souvent assez basiques, un toit, un lit de paille et peut-être une soupe claire, mais ils offraient un abri contre les éléments. S'il n'y avait pas de place disponible ni à l'auberge ni au monastère, les voyageurs faisaient face à la sombre perspective de dormir à l'extérieur des murs de la ville, ce qui pouvait facilement devenir une condamnation à mort par une nuit d'hiver glaciale. Bien que les aubergistes pussent fournir des feux, de la nourriture et un abri, la responsabilité de la chaleur personnelle incombait en fin de compte aux voyageurs individuels, et les vêtements qu'ils portaient représentaient leur première et plus importante ligne de défense contre le froid. Les systèmes vestimentaires médiévaux, en particulier en Europe du Nord, ont évolué spécifiquement pour relever le défi de la survie aux hivers rigoureux. Le fondement des vêtements médiévaux pourtant froids était la laine. La laine dominait la production textile médiévale, car les moutons étaient largement disponibles à travers l'Europe, et le matériau possédait des propriétés qui le rendaient particulièrement adapté au climat froid. Les fibres de laine emprisonnent l'air, créant une isolation, et la laine conserve la chaleur même lorsqu'elle est humide. L'approche médiévale de la chaleur était fondamentalement basée sur la superposition. Plutôt que de porter un seul vêtement épais, les gens portaient plusieurs couches de vêtements, chacune remplissant une fonction spécifique. Cette stratégie de superposition avait l'avantage supplémentaire de permettre la régulation de la température. Lorsque les gens s'adonnaient à un effort physique et se réchauffaient, ils pouvaient enlever une ou deux couches, puis les remettre lorsqu'ils se refroidissaient. La couche la plus intérieure était généralement une chemise de lin qui descendait jusqu'aux genoux. Le lin absorbe facilement l'humidité, sèche relativement vite et est frais contre la peau. Cela le rendait idéal comme couche de base car il absorbait la sueur et empêchait les couches extérieures en laine de se saturer d'humidité. Les gens du Moyen Âge comprenaient par expérience que la transpiration était dangereuse par temps froid. Des vêtements mouillés augmentaient considérablement la perte de chaleur et pouvaient conduire à l'hypothermie. Par-dessus la chemise de lin venaient une ou plusieurs tuniques de laine. Les gens du commun pouvaient porter une seule tunique de laine par-dessus leurs sous-vêtements de lin, tandis que ceux qui en avaient les moyens portaient 2 ou 3 tuniques de longueurs différentes, créant plusieurs couches d'air emprisonnées. Des couches de laine supplémentaires pouvaient inclure un jaque, un pourpoint ou une cotardie. Une personne bien habillée en hiver pouvait porter une chemise de lin, 2 ou 3 tuniques de laine, un jaque, des chausses de laine et une cape extérieure. La cape extérieure représentait peut-être le vêtement le plus important pour la survie en hiver. Les capes médiévales étaient des pièces substantielles, faites de laine épaisse et souvent doublées de fourrure pour ceux qui pouvaient se le permettre. Une bonne cape pouvait servir à la fois de manteau et de couverture. Pendant le voyage, elle protégeait du vent, de la pluie et de la neige. Et la nuit, elle devenait une couche de literie supplémentaire. Les extrémités exigeaient une attention particulière, car les doigts, les orteils, les oreilles et le nez étaient les plus vulnérables aux gelures. Des chausses de laine couvraient les jambes et les pieds, et les gens pouvaient se porter plusieurs couches de chausses pour plus de chaleur. Des gants ou des moufles, généralement en laine ou en cuir, protégèrent les mains, bien qu'ils rendissent les tâches manuelles difficiles,
un compromis constant entre chaleur et fonctionnalité que les gens du Moyen Âge géraient quotidiennement. Pour l'équitation ou le travail en extérieur, les moufles étaient souvent préférés aux gants, car garder les doigts ensemble générait plus de chaleur que de les séparer dans des doigts de gants individuels. Les capuchons étaient aussi presque universels dans la tenue médiévale pourtant froid, car les gens perdaient une chaleur corporelle importante par la tête, la poitrine et les épaules. Un capuchon de laine attaché à une cape, relevé pour couvrir la tête et le cou, pouvait faire une différence considérable dans la chaleur corporelle globale. Certains capuchons comportaient un liripipion, une longue queue qui pouvait être enroulée autour du cou pour une protection supplémentaire, fournissant ce qui équivalait à une écharpe intégrée. Des reconstitutions modernes et historiques ont démontré que des vêtements médiévaux en laine correctement superposés peuvent fournir une chaleur comparable aux vêtements d'hiver modernes. Une personne vêtue d'une chemise de lin, de 3 tuniques de laine, d'une cape de laine et d'un capuchon pouvait rester relativement à l'aise même par temps assez froid, à condition de rester en mouvement et au sec. Cependant, ce système avait ses limites. Si les vêtements devenaient complètement trempés par la pluie ou la neige, leur valeur isolante chutait de façon spectaculaire et le porteur faisait face à un risque sérieux d'hypothermie. C'est pourquoi un abri était si crucial, rester au sec était une question de vie ou de mort. De plus, les pauvres, qui ne possédaient peut-être qu'une seule tunique de laine et une fine cape, étaient si bien plus vulnérables au froid que leurs homologues plus riches avec plusieurs couches et des vêtements doublés de fourrure. Lorsque les voyageurs arrivaient dans une auberge médiévale, après 1 ou plusieurs jours sur des routes gelées, leur stratégie vestimentaire déterminait directement leur niveau de confort à l'intérieur de l'établissement. Quelqu'un avec des vêtements en laine de bonne qualité et superposés serait raisonnablement à l'aise même si le feu de l'auberge n'était que modéré. Quelqu'un avec de mauvais vêtements resterait froid et misérable, même à côté d'un feu rugissant. Cette disparité vestimentaire renforçait les hiérarchies sociales. Les riches n'étaient même pas seulement plus à l'aise, mais littéralement plus au chaud que les pauvres. Derrière toutes les caractéristiques architecturales, les systèmes de chauffage et les provisions matérielles, se tenaient les aubergistes eux-mêmes, les hommes et les femmes dont le gagne-pain dépendait de leur capacité à maintenir les voyageurs en vie, à l'aise et désireux de revenir. Les aubergistes médiévaux occupaient une position sociale et économique intéressante. Ils étaient des chefs d'entreprise, certes, mais leur travail revêtait également des dimensions morales et religieuses. Les enseignements chrétiens mettaient l'accent sur la vertu de l'hospitalité. Un aubergiste qui laissait un client mourir de froid par négligence s'exposait non seulement à une perte de réputation et d'activité, mais aussi potentiellement à des conséquences juridiques et à une condamnation religieuse. D'un point de vue purement économique, garder les clients au chaud était tout à fait logique d'un point de vue commercial. Les clients morts ne payeraient pas leurs factures, et les clients misérables de froid étaient peu susceptibles de recommander un établissement ou d'y revenir eux-mêmes. Inversement, une auberge réputée pour sa chaleur et son confort pouvait exiger des prix plus élevés et jouir d'une clientèle fidèle. Le fonctionnement quotidien d'une auberge médiévale pendant les mois d'hiver exigeait une attention constante au chauffage. Quelqu'un, que ce soit l'aubergiste, des membres de sa famille ou des serviteurs, devait surveiller le feu de la grande salle tout au long de la nuit pour s'assurer qu'il ne s'éteignait pas ni ne se propageait au-delà de ses limites. Cela signifiait se réveiller périodiquement pour ajouter du combustible, ajuster les bûches et vérifier les étincelles égarées. Les aubergistes devaient également gérer les approvisionnements en combustible, un défi logistique important. Stocker suffisamment de bois de chauffage, de tourbe ou de charbon de bois pour maintenir les feux allumés tout l'hiver nécessitait un espace de stockage considérable et maintenu au sec. L'économie de l'achat de combustible exigeait de l'attention. Acheter en gros pendant les mois d'été lorsque les prix étaient plus bas, entretenir des relations avec les fournisseurs et calculer soigneusement pour s'assurer que les réserves duraient tout l'hiver. La fourniture de nourriture et de boissons chaudes exigeait une attention constante similaire. La marmite de pot-au-feu perpétuelle devait être entretenue, surveillée et régulièrement approvisionnée en ingrédients pour rester acceptable et sûre. L'eau devait être chauffée à diverses fins, du lavage à la préparation des boissons. Le pain devait être cuit régulièrement, soit dans le propre four de la cuisine, soit dans un four banal. Tout cela exigeait du travail et de la coordination. Une auberge prospère pouvait employer un cuisinier, des palefreniers pour les chevaux et des serviteurs pour nettoyer et servir les clients. Mais les établissements plus petits dépendaient entièrement de la main-d'œuvre familiale,
où tout le monde, de la femme de l'aubergiste aux enfants en âge de travailler, participait aux tâches sans fin pour nourrir, réchauffer et loger les clients. La femme de l'aubergiste, en particulier, jouait souvent un rôle crucial dans la gestion du côté domestique de l'opération, supervisant la préparation des repas, la literie et s'assurant que les feux étaient correctement entretenus et que les clients étaient adéquatement pris en charge. Un aubergiste compétent pouvait évaluer rapidement les clients à leur arrivée, déterminant qui pouvait se permettre des chambres privées avec feu de cheminée par rapport à ceux qui seraient relégués à une place au sol dans la salle commune, identifiant ceux qui pourraient se causer des problèmes ou ne pas payer, et offrant des niveaux de service appropriés en fonction de la richesse et du statut perçu. Cette capacité à cerner les gens était essentielle pour gérer un établissement rentable. Lorsqu'un voyageur à moitié gelé entrait en titubant après une tempête de neige, un aubergiste expérimenté savait qu'il fallait lui donner un accès immédiat au feu, de la nourriture chaude et peut-être du vin chauffé, avant de discuter du paiement et des conditions de couchage. Cette hospitalité était en partie une préoccupation humanitaire, en partie une bonne pratique commerciale. Un voyageur reconnaissant qui avait été sauvé d'un froid mortel était plus susceptible de payer équitablement et de parler en bien de l'établissement. Les contes de Canterbury, écrits par Geoffrey Chaucer à la fin du XIVe siècle, mettent en scène des pèlerins séjournant dans des auberges et interagissant avec des aubergistes, offrant un aperçu de ces dynamiques sociales. La relation entre l'aubergiste et le client n'était pas toujours harmonieuse. Des plaintes concernant des prix excessifs, une nourriture médiocre, un chauffage insuffisant et des lits inconfortables apparaissent dans diverses sources médiévales. Cependant, de tels établissements ne survivaient probablement pas longtemps sur le marché concurrentiel. Les meilleurs aubergistes développaient une clientèle fidèle. Les marchands qui parcouraient régulièrement les mêmes routes fréquentaient les mêmes auberges où ils savaient qu'ils recevraient un bon traitement. Cette clientèle régulière était précieuse et les aubergistes intelligents cultivaient ces relations. Les procédures de sécurité incendie, bien que non aussi formalisées que les codes de prévention des incendies modernes, existaient néanmoins sous une forme ou une autre. Les aubergistes devaient équilibrer le besoin de chaleur avec le danger très réel d'incendie. Les bâtiments à colombage avec des toits de chaume étaient extrêmement vulnérables au feu, et les chroniques médiévales rapportent de nombreux cas d'auberges et de villes entières qui ont brûlé. Un aubergiste qui entretenait des feux dans plusieurs pièces fournissait des braseros aux clients et avait des dizaines de bougies allumées simultanément, marchait sur une corde raide entre le confort et la catastrophe. La comparaison entre les auberges commerciales et l'hospitalité monastique éclaire différentes approches du même défi. Les monastères fournissaient un abri comme un acte de charité chrétienne, en particulier aux pèlerins, et leur logement était souvent assez basique. Un toit, une literie de paille, de la nourriture simple, mais gratuitement ou presque. Les auberges commerciales offraient un confort supérieur pour ceux qui pouvaient payer. De vrais lits, une meilleure nourriture, une chaleur plus constante. Les deux institutions remplissaient la fonction essentielle de maintenir en vie les voyageurs en hiver. La question de savoir comment les tavernes médiévales gardaient leurs clients au chaud et en vie pendant les nuits glaciales n'a pas de réponse unique et simple, et cette complexité même nous dit quelque chose d'important sur la vie médiévale et l'ingéniosité humaine. Ce que nous trouvons n'est pas une invention ou une technique brillante, mais plutôt un système complet et à plusieurs niveaux qui intégrait la technologie, l'architecture, l'économie, la coopération sociale et le travail humain en un tout fonctionnel, qui faisait la différence entre la vie et la mort pour d'innombrables voyageurs à travers l'Europe médiévale. À la base technologique se trouvait la cheminée, une innovation révolutionnaire qui a transformé le chauffage, passant de l'inefficacité enfumée de l'âtre central à un système qui pouvait chauffer efficacement des pièces individuelles tout en évacuant la fumée. Ce développement, émergeant au XIIe et XIIIe siècle et se propageant progressivement à travers l'Europe, a permis l'existence même d'auberges confortables avec plusieurs espaces chauffés. La mise en œuvre architecturale de cette technologie, des âtres massifs dans les salles communes, des cheminées plus petites dans les chambres privées, des conduits soigneusement gérés, a créé la colonne vertébrale du système de chauffage. Autour de ce noyau technologique se trouvaient de nombreuses stratégies complémentaires, des braseros pour la chaleur portable, des pierres chauffées pour réchauffer les lits, des tapisseries épaisses pour isoler les murs, des volets et de la toile huilée pour couvrir les fenêtres, des joncs pour isoler les sols,
et des lits clos avec de lourds rideaux pour créer des chambres de réchauffement. Chacun de ces éléments contribuait progressivement à la chaleur globale de l'espace, et chacun nécessitait des ressources, du travail et des connaissances pour être mis en œuvre efficacement. La dimension économique ne peut être ignorée. Les coûts de combustible représentaient une dépense substantielle pour les aubergistes, à peu près équivalente à la moitié du coût des provisions de viande pour les clients. La chaleur devait être soigneusement équilibrée avec la rentabilité, les aubergistes facturant séparément les chambres chauffées et surveillant la consommation de combustible. Les aubergistes qui pouvaient gérer efficacement leurs ressources, se procurer du combustible à bon prix, entretenir des feux efficaces, prévenir le gaspillage, pouvaient offrir une meilleure chaleur à des prix compétitifs et bâtir des entreprises prospères. La dimension sociale s'avère tout aussi cruciale. Les arrangements de couchage collectif, le partage de lits avec des étrangers et la chaleur corporelle collective de dizaines de personnes dans une salle commune n'étaient pas simplement de pittoresques coutumes médiévales, mais des stratégies de survie pratiques qui transformaient les corps humains en éléments de chauffage. La volonté des gens du Moyen Âge de sacrifier l'intimité et l'espace personnel pour la chaleur reflète la gravité du défi auquel ils étaient confrontés. La responsabilité personnelle jouait également un rôle vital. Les voyageurs qui s'équipaient de vêtements appropriés, des vêtements en laine superposés, de bonnes capes, des chaussures adéquates, avaient de bien meilleures chances de rester au chaud que ceux qui arrivaient mal préparés. L'auberge pouvait fournir une chaleur externe grâce à ses feux, mais les voyageurs avaient besoin de leur propre isolation pour retenir cette chaleur et survivre à la nuit. Enfin, l'élément humain des aubergistes et de leur personnel, entretenir les feux toute la nuit, servir de la nourriture et des boissons chaudes, fournir des couvertures supplémentaires, maintenir des systèmes de chauffage sûrs, rassemblaient tous ces éléments en une hospitalité fonctionnelle. Les meilleurs aubergistes comprenaient que la vie de leurs clients était littéralement entre leurs mains les nuits les plus froides, et leur attention et leurs compétences rendirent les voyages d'hiver médiévaux possibles plutôt que suicidaires. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, quelles leçons pourrions-nous tirer du chauffage des tavernes médiévales? Peut-être le plus évident, nous pouvons apprécier à quel point nos vies ont été transformées par la technologie de chauffage moderne. Le chauffage central, l'isolation, les fenêtres étanches et l'énergie bon marché ont fait de la chaleur une évidence dans les sociétés développées, quelque chose que nous tenons pour totalement acquis. Les gens du Moyen Âge considéreraient nos maisons et bâtiments chauffés comme un luxe presque miraculeux. Pourtant, il y a aussi des enseignements étonnamment pertinents. L'accent médiéval sur la superposition, tant dans les vêtements que dans les systèmes de construction, reflète des principes thermodynamiques solides qui restent valables. Plusieurs couches avec de l'air emprisonné offrent une meilleure isolation que des barrières épaisses uniques, que nous parlions de tuniques médiévales ou d'isolation de bâtiments modernes. La dimension sociale du partage de la chaleur, bien que nous n'ayons plus besoin de partager des lits avec des étrangers pour survivre, nous rappelle que les espaces communs peuvent être plus économes en énergie que les espaces entièrement individualisés. Une considération pertinente pour les discussions modernes sur la vie durable et l'efficacité énergétique. L'intégration de multiples stratégies, combinant des caractéristiques architecturales, la technologie de chauffage, des vêtements appropriés, de la nourriture et des boissons chaudes, et la vigilance humaine, représente une approche systémique de la résolution de problèmes qui reste instructive. Les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas compter sur une seule solution technologique pour se réchauffer, car une telle solution n'existait pas. Ils devaient penser de manière holistique, abordant le problème sous plusieurs angles simultanément. À notre époque actuelle de changement climatique et de transition énergétique, ce type d'approche globale et à plusieurs volets des défis peut offrir des analogies utiles. Le chauffage des tavernes médiévales nous rappelle également que le confort et la survie n'ont jamais été répartis de manière égale. Les riches dormaient dans des lits à baldaquin avec des rideaux, sous plusieurs couvertures en laine, dans des chambres privées avec leurs propres cheminées, portant des vêtements superposés, y compris des capes doublées de fourrure. Les pauvres dormaient sur le sol, partageaient des couvertures élimées avec des étrangers, et ne possédaient que des vêtements minimaux. Cette disparité dans le confort de base persiste sous différentes formes aujourd'hui. L'ingéniosité et la résilience des gens du Moyen Âge méritent d'être reconnues. Sans aucun des avantages technologiques que nous considérons comme des nécessités de base, ils ont développé des stratégies complètes qui ont permis non seulement la simple survie, mais aussi le maintien du commerce, du pèlerinage et des liens sociaux,
même pendant les hivers rigoureux. Les auberges médiévales n'étaient même pas parfaitement chaudes selon nos normes. Les clients ont sûrement enduré des nuits froides, même dans les meilleurs établissements. Mais elles fournissaient suffisamment de chaleur pour maintenir les voyageurs en vie et fonctionnels, ce qui était suffisant pour la continuation de la civilisation médiévale. Alors que nous contemplons les défis de notre propre époque liés à l'énergie, au climat et à la durabilité, l'expérience médiévale offre à la fois des avertissements et de l'inspiration. L'avertissement est clair. Sans une énergie adéquate pour le chauffage, l'hiver devient mortel, et maintenir la chaleur nécessite des ressources substantielles et un effort constant. L'inspiration réside dans l'adaptabilité humaine. Même avec une technologie et des ressources limitées, les gens ont trouvé des moyens de créer des poches de chaleur et de sécurité dans un monde froid, grâce à une combinaison d'innovation, de coopération et de détermination. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration du chauffage des tavernes médiévales. J'espère que cet examen de la manière dont nos ancêtres se réchauffaient vous a donné une nouvelle appréciation de l'ingéniosité des gens du Moyen Âge et peut-être un peu plus de gratitude pour les systèmes de chauffage dont nous jouissons aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette enquête sur la vie médiévale intéressante, je serais ravi que vous mettiez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui aiment apprendre comment les gens vivaient autrefois. Abonnez-vous pour explorer d'autres aspects de l'histoire et de la vie quotidienne médiévale. Et laissez un commentaire avec vos réflexions ou questions sur les stratégies de survie médiévale. Le passé a beaucoup à nous apprendre, et ces aperçus de la manière dont nos ancêtres ont résolu les problèmes fondamentaux de l'existence nous relient à travers les siècles à l'expérience humaine partagée de rendre la vie possible dans des circonstances difficiles.